Bonsoir à tous. Le 31 août 2012, sortait en salle le film Possédé d'Ol Bornedal. Ce film tire son histoire de récits réels basés sur la religion judaïque. Bien évidemment, comme vous le savez, le cinéma, surtout le cinéma américain, a tendance à toujours enjoliver les choses. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir faire le lien et la différence entre le film et la réalité, séparer la mythologie judaïque et kabbalistique du réel, l'émission JTR est là pour vous. Ce soir, nous parlons du film Possédé. Bien, pour commencer, et pour que vous ne soyez pas totalement dans le flou, nous allons vous expliquer quelques petites choses et notamment quelques définitions de termes que nous allons employer durant cette émission. Définition de kabbalistique. Tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la loi, ordre et sécurité donnée à Moïse sur le mont Sinaï en même temps que la loi écrite et publiée. Elle trouve sa source dans les courants mystiques du judaïsme antique. Ensuite, pour pouvoir continuer l'histoire, une deuxième définition est nécessaire, la définition de Dybbuk. Le Dybbuk est un démon, ou plus précisément esprit malin, généralement l'âme d'un mort, qui peut posséder le corps d'une nouvelle personne et qu'il est possible de chasser au cours d'un exorcisme. L'histoire principale de ce film a été racontée par l'un des protagonistes principaux, c'est-à-dire Monsieur Anis, premier acquéreur de cette fameuse boîte, certifiant alors que les faits sont réels. Monsieur Anis était un antiquaire dans la ville de Portland, dans l'Oregon. Comme tout antiquaire, il adorait tout ce qui était ancien, objets ou autres qu'il trouvait généralement dans différentes ventes aux enchères ou brocantes. Il possédait une petite échoppe dans la ville. Notre histoire commence au mois de septembre 2001, où Monsieur Anis assiste à une vente aux enchères organisée par la famille d'une défunte, leur grand-mère, décédée alors à l'âge de 103 ans. Pendant cette vente aux enchères, Monsieur Anis acquéra divers objets, et un objet lui sauta un petit peu aux yeux, on ne sait pourquoi, et attira particulièrement son attention. Plusieurs personnes tentèrent de faire des mises sur cet objet qui atteint les 25, 26. Monsieur Anis passa lui à 27 $, et voyant l'attirance de Monsieur Anis pour cet objet, qui n'était ma foi pas plus intéressant qu'un autre, les autres vendeurs décidèrent de cesser les mises et Monsieur Anis remporta l'objet en question. Tout fier de son achat, Monsieur Anis prit cet objet qui était donc une sorte de coffret et commença à le regarder de toutes parts. C'est alors qu'il entendit une voix derrière lui dire « Ah, je vois que vous avez acheté la boîte à Dybbuk ». Monsieur Anis se retourna et voit qu'il s'agissait d'une femme d'une trentaine d'années. Celui-ci ne réagissa pas au nom de boîte à Dybbuk, malgré sa religion judaïque et donc le fait qu'il savait quelle était la signification de ce mot. La jeune femme expliqua alors à Monsieur Anis que cette boîte appartenait à sa grand-mère, qu'elle était toujours dans sa salle de couture, fermée à clé avec une interdiction formelle d'y toucher. Quand les enfants venaient la voir et lui demander ce qu'il y avait dans cette boîte, la grand-mère crachait 3 fois sur le sol et leur répondait « Un Dybbuk et un Keslim. Je vous interdis formellement de toucher à cette boîte. » Face à ce petit récit, l'antiquaire se contenta de sourire. Ce fut malheureusement sa première erreur. La défunte propriétaire de cette boîte était née en Pologne et fut la seule survivante de toute sa famille à la Seconde Guerre mondiale. Elle réussit à s'échapper de justesse d'un camp de concentration avec d'autres survivants. Sa fuite finit par l'emmener en Espagne où elle resta jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est là-bas qu'elle fit l'acquisition de ce fameux coffre. Par la suite, celle-ci décida d'aller refaire sa vie aux États-Unis. Au moment de son décès, celle-ci souhaitait être enterrée avec son coffret. Malheureusement, cela étant défendu par sa religion, sa famille décidèrent qu'il n'en serait pas ainsi. Cela fut la deuxième erreur à notre histoire. Monsieur Anis, alors, plein de bonté et de gentillesse, proposa à la jeune femme d'ouvrir ce fameux coffret en sa présence, qu'elle puisse enfin savoir ce qui était à l'intérieur. La jeune femme refusa catégoriquement et dit vouloir respecter
les dernières volontés de sa grand-mère, c'est-à-dire que l'on n'ouvre jamais cette fameuse boîte. L'antiquaire, donc Monsieur Anis, voyait que cette femme avait quand même un attrait tout particulier pour ce coffret et lui dit que pour 27 $, il était tout à fait d'accord de lui rendre le coffret et qu'elle pourrait même garder l'argent, ce n'était pas un problème. La jeune femme lui dit simplement « Non, vous l'avez acheté, c'est une affaire, vous le gardez ». Il tenta de lui expliquer, mais la jeune femme se mit à crier, pleurer et disparut. Monsieur Anis, un petit peu abasourdi, mais se répétant que l'on croise beaucoup de gens différents avec beaucoup d'incohérences dans leur comportement, décida de ne pas s'en soucier et tout simplement de partir remplir sa camionnette avec les divers objets qu'il avait acquéris aujourd'hui. Une fois arrivé à sa boutique, il décida d'installer le petit coffret, donc la boîte, au sous-sol qui était la pièce où il s'était établi une sorte de stockage pour les objets qui n'étaient pas à vendre ou pas encore à vendre. Bien évidemment, quand nous faisons un achat, nous avons envie de voir ce qu'il se trouve à l'intérieur. C'est pour ça qu'après avoir observé la boîte, Monsieur Anis décida qu'il fallait l'ouvrir pour apercevoir son contenu. Cela fut la 3e erreur. La boîte, pour vous la représenter, était fermée d'un loquet en laiton et d'un cadenas scellant le tout. Sûrement par impatience, par désir ardu de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur, Monsieur Anis décida, contrairement à son habitude, de tourner le loquet et d'abîmer légèrement la boîte avant de l'ouvrir, alors qu'habituellement, il aurait pris de quoi couper le cadenas pour ne pas dégrader l'objet. Quand le loquet céda, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Monsieur Anis ne s'attendait pas à cela. Un mécanisme à l'intérieur du coffret permettait en fait, dès l'ouverture du loquet, d'ouvrir les 2 portes du coffret et un tiroir se trouvant à l'embase de celle-ci. Ces petits détails et cette mécanique ancienne ravissaient notre antiquaire par rapport à la valeur que pourrait avoir cet objet, même si ce n'était pas vraiment attrayant quand même. À l'intérieur de la boîte se trouvait un peigne de 1928, un de 1925 et une petite coupe de vin doré, ainsi qu'un étrange chandelier qui reposait sur des pieds, en forme de poulpe. Au fond de la boîte se trouvait une petite stèle en granit, sur laquelle il était inscrit « Shalom » en hébreu. Derrière celle-ci se trouvaient 2 mèches de cheveux, une blonde et une brune. Définition de Shalom. Mot hébraïque qu'on rend en français par le mot « paix ». Monsieur Anis ne s'attarda pas sur les mèches de cheveux qui pour lui étaient simplement un souvenir de la défunte placée à l'intérieur du coffret. En effet, on voit très régulièrement des gens garder des mèches de cheveux de leurs enfants ou autres, la première mèche de cheveux coupée. Et donc il n'y prêta pas attention. Ce fut sa 4e erreur. À cette époque, notre antiquaire ne disposait que d'une seule employée, nommée Jane Overton. Un jour, il décida de laisser la boutique à Jane et de partir effectuer quelques courses. La vendeuse, comme à son habitude, décida de descendre au sous-sol, la boutique étant en attente, pour effectuer quelques rangements au niveau du stockage. Elle descendit et, bizarrement, cette fois-ci, la vendeuse, donc Jane, se sentit comme observée, chose qui ne lui était jamais arrivée auparavant. Elle se sentait oppressée, une sorte de mal-être. Jane décida alors tout simplement d'éteindre la lumière avant de remonter les escaliers pour repartir. Malheureusement, elle entendit un bruit. Elle décida alors de redescendre les escaliers et de déambuler dans les allées pour voir un peu ce qu'il se passe. Ce bruit n'était pas anodin. Jane était alors persuadée que quelqu'un se cachait au sous-sol. Elle avança, puis entendit un bruit à nouveau, quand la lumière qu'elle avait éteinte quelque temps auparavant se ralluma toute seule. Puis, un grand bruit de verre ainsi qu'une chaise bascula derrière elle. Jane, pris de panique, décida au plus vite d'appeler Monsieur Anis pour lui expliquer qu'elle était sans doute au cours d'un casse ou que quelqu'un fracassait à coups de batte de baseball tout le sous-sol de la boutique. Monsieur Anis, quant à lui, était parti depuis environ une 30aine de minutes quand il reçut l'appel de Jane. Il l'entendit crier, paniquer, et elle lui expliquait ce qu'il se passait. Monsieur Anis lui dit alors de se cacher et de tout de suite appeler la police. Au même moment, Monsieur Anis entendit des cris et le téléphone se coupa. La conversation avec. Monsieur Anis avait très peur pour Jane et décida de repartir immédiatement à la boutique pour s'empresser de voir comment elle allait. Quand Monsieur Anis arriva dans sa boutique, il ne savait pas trop quoi penser. Il se dirigea vers la porte du sous-sol et vit que celle-ci était fermée à clé, chose qu'il était totalement improbable car il savait que Jane était au sous-sol. Il n'aurait donc absolument pas fermé la porte à clé. Ouvrant la porte, il décida de s'avancer prudemment le long de cet escalier descendant au sous-sol. Il essayait d'allumer la lumière mais en vain et prit donc une lampe de poche et avança fébrilement dans le noir.
Une odeur nauséabonde lui venait au nez et alors qu'il se déplaçait, il entendait craqueler des morceaux de verre à ses pieds. Il comprit alors que tous les néons de la pièce furent brisés. Déplaçant sa lampe torche pour éclairer son chemin, il éclaira brusquement un visage. Il sursauta. Il s'agissait de Jane, son employée. Elle était en pleurs, debout, dans le noir. Dès l'instant où Jane vit sa lampe, elle partit en direction des escaliers, les monta 4 à 4, puis disparut et ne revint jamais. À plusieurs reprises, Monsieur Anis chercha à la contacter, mais elle ne répondait jamais au téléphone et n'ouvrait plus sa porte. Monsieur Anis, très inquiet et voulant savoir ce qu'il s'était passé, continua alors de faire des recherches. Tout cela était très compliqué. Pas de sortie de secours, pas de bouche d'aération assez grande pour qu'un homme puisse rentrer, pas de fenêtre. Même s'il se sentait un peu coupable de penser cela, pour notre antiquaire, la seule coupable était Jane. Elle aurait peut-être voulu tout simplement maquiller une sorte de cambriolage pour pouvoir partir sans qu'on lui pose de questions et changer de poste. Cela était un peu gros, mais pourquoi pas? Quelque temps plus tard, la date du 28 octobre approchant, Monsieur Anis savait que sa mère allait bientôt fêter son anniversaire et il décida, après réparation, de lui offrir cette fameuse boîte, ce petit coffret. Ce fut alors la 5e erreur. Recevant un coup de téléphone de sa mère, lui expliquant qu'elle partait en voyage pendant 3 jours, certainement pour son anniversaire, elle lui dit qu'elle viendrait le voir le 31 octobre pour fêter celui-ci. Ce jour-là, elle se présenta de bonne heure à la boutique de son fils et, après l'avoir embrassé, décida de s'installer dans un des nombreux confortables fauteuils de la boutique. Monsieur Anis tendit alors un joli paquet qu'il avait pris soin d'emballer et dit à sa mère que ce cadeau était très spécial et qu'il avait mis beaucoup de temps à faire les réparations nécessaires pour que celui-ci soit parfait. Après avoir déballé méticuleusement le cadeau, la mère de Monsieur Anis vit le petit coffret. Ce n'était pas la première fois que son fils lui offrait quelque chose d'excentrique. Il y avait déjà eu beaucoup de cadeaux plus étranges les uns que les autres, mais jamais autant que cette petite boîte. Le téléphone se mit à sonner et Monsieur Anis dut quitter la pièce quelques instants pour répondre à celui-ci. Sa mère en profita pour examiner le petit coffret. Malheureusement, plus elle regardait celui-ci, plus elle avait l'impression que le coffret aussi l'examinait, l'observait. Un sentiment de malaise intense commença à s'installer autour de la vieille dame. Celle-ci actionna le mécanisme, les portes s'ouvrirent ainsi que le tiroir. Mais cette fois-ci, un froid glacial sortit de la boîte. La vieille dame s'enfonça dans son fauteuil et reçut un froid et un malaise indescriptible. Il s'agissait pour elle du mal absolu qui venait de s'ouvrir face à elle. Elle était coincée, elle ne pouvait plus bouger. Sa gorge se serrait, ses yeux gonflaient. Elle avait très peur et la seule chose qu'elle se demandait, c'est si elle arriverait à revoir son fils avant de mourir, car pour elle, sa fin était venue. Monsieur Anis était parti depuis moins de 5 minutes quand un de ses employés, ayant assisté à la scène, décida de partir en courant en sa direction pour le prévenir que quelque chose n'allait absolument pas avec sa mère. Quand Monsieur Anis arriva près d'elle, elle ne bougeait pas, la terreur inscrite dans ses yeux et des larmes coulant le long de ses joues. La mère de Monsieur Anis n'arrivait pas à parler et pourtant, il y avait tellement de choses qu'elle voulait lui dire, et surtout lui dire que cette boîte était le mal et qu'il fallait à tout prix qu'il s'en débarrasse. Pendant le déplacement en ambulance vers l'hôpital de la mère de Monsieur Anis, nous savons qu'elle priait Dieu pour qu'il vienne en aide à son fils. C'est à l'hôpital que l'on apprit à Monsieur Anis que sa mère avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, et qu'elle ne pouvait plus parler, du moins pendant un temps. À l'heure actuelle, elle peut reparler. Elle comprenait toutefois tout ce que l'on lui disait, et elle pouvait répondre en touchant des lettres de l'alphabet. Quelque temps après, Monsieur Anis vint voir sa mère à l'hôpital et lui demandait comment elle allait. Celle-ci montra alors, grâce aux lettres de l'alphabet, No gift, pas de cadeau. Kevin, pensant que sa mère avait oublié, suite à l'AVC, qui lui avait offert un cadeau, lui dit « Mais si, je t'ai offert un cadeau, la boîte, elle est toujours à la boutique. » Celle-ci répondit alors « Hate gift, je déteste ce cadeau. » Monsieur Anis se mit alors à rire et lui dit simplement « Mais si tu n'aimes pas ce cadeau, je t'en offrirai un autre, je t'offrirai tout ce que tu voudras, du moment que tu me promets de guérir correctement et rapidement. » Une fois encore, Monsieur Anis ne fit aucun lien entre ses malheurs et la boîte. J'espère que la première partie de cette histoire vous aura plu ou vous aura rempli d'effroi. Et je tiens à vous dire que la deuxième sera interprétée par Alison. Nous la faisons en duo. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à bientôt pour un nouveau JTR.